Alors attends, ça commence, c'est l'histoire du DSM-3. En fait, il y avait le DSM-1 et le DSM-2, et les psychiatres américains, ils s'en branlent. C'était juste pour codifier un peu, mais c'était freestyle complet, et du coup, tu pouvais mettre ce que tu voulais. C'était pas très, très intéressant. Et donc, il y avait un peu de la psychanalyse qui pouvait répondre un peu à tous les problèmes, et de la même façon. Et tu as un mec qui s'appelle Créplin qui s'est pointé et qui a commencé à plus donner de diagnostic en fonction des symptômes présents que tu voyais à un instant T, donc de façon cross-sectionnelle, tu vois, genre là maintenant tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Et il a commencé à définir les maladies sur l'évolution et l'évolution naturelle de la maladie, l'âge de début, combien il y avait d'épisodes par an, etc., etc. Donc le mec, il était sympa, mais c'était un peu chiant pour les autres. Et en fait, il avait été très clair sur le fait que il n'y avait pas de traitement. Donc, tu avais d'un côté un mec qui te proposait un truc où il n'y avait pas de traitement, et de l'autre où il y avait des traitements pour tout et de la même façon. Donc, c'était quand même plus sympa du côté psychanalytique. Et lui, il avait dit qu'il y avait la grande paralysie des insane, la greater paralysis of insane. Et en fait, ça, c'était de la neurosyphilis. Il y avait la démence précoce, ce qui allait terminer par être la schizophrénie, la maladie maniaco-dépressive, ce qui allait terminer par être rien. En fait, c'est pas le trouble bipolaire, hein. Il y a des trucs qui ont changé. Maladie maniaco-dépressive, tu faisais des dépressions récurrentes, tu étais maniaco-dépressif, même si ça n'avait pas de phase maniaque. OK? Donc en fait, on en reparlera plus tard, mais il était en avance, le type, hein. Et après, il y avait les démences séniles. Et en fait, dans son labo, le gars, Créplin, il avait embauché Alzheimer. Niels Alzheimer qui a découvert la maladie. Et puis Niels, c'est un gars qui avait fait la coloration là. Et du coup, c'était pas mal son truc, hein, ça marchait bien. Et il a fini par décéder. Et le moment où il a décédé, autant quand il était en vie, il était assez influenceur, autant quand il est décédé, ça s'est vite arrêté. Et il y a Freud qui est arrivé. Et hop, c'est reparti plein tube, etc., etc. Et cetera. Et il y a un espèce de groupe qui a commencé à bosser un peu sur qu'est-ce qui est une maladie ou pas. Et ils ont fait ça à Washington. Ça a posé souci quand ils ont commencé à découvrir les premiers traitements. Parce que, mine de rien, avec un peu de neuroleptique et du lithium, tu avais beaucoup plus de résultats sur certains patients qu'avec de la psychanalyse. Donc, on a commencé à voir que ça allait devoir changer un peu cette histoire. C'est pas possible de rester comme ça. Et il y a un groupe sur Washington qui ont commencé enfin, qui ont poursuivi le travail du Créplin et qui ont dit, bon, ben, il y a quoi comme maladie qu'on connaît? Hein. Du coup, avec des arguments génétiques, avec des arguments sur le plan de la réponse au traitement, avec des arguments sur l'évolution de la maladie, âge de début des symptômes, etc., etc. Et du coup, ils sont arrivés à 14 troubles psychiatriques. Et c'était pas mal, un truc. Et donc, ils étaient un peu en dilettant parce que les autres psychiatres, ils étaient psychanalytiques, c'était pas du tout le trip. Et en fait, il a fallu un moment faire le DSM-3. Et le DSM-3, moi, c'est ce que j'ai appris récemment. Moi, je pensais que ça avait été une avancée incroyable. Et c'est le moment où on était un petit peu libéré de la psychanalyse. Parce que c'est comme ça que c'est un peu présenté. Enfin, moi, je l'avais compris comme ça. En fait, c'est pas ça qui s'est passé. Le gars qui a fait le DSM-3, il s'est dit, bon, ben, on va quand même essayer d'inclure un peu de trucs avec un peu plus de preuves là. Du coup, les 14 maladies des mecs qu'ils avaient trouvées, ben, ça a été inclus. Et au début, ça devait n'inclure pratiquement que ça. En tout cas, c'était la base. Et ça n'a pas plu au reste des psychanalystes. Et en fait, en 2 ans, parce que ça prend un peu de temps hein, à rédiger le DSM-5, en fait, en 2 ans, sur les 14 maladies qu'il y a, se sont greffées 270 autres maladies. Et tu peux pas découvrir 270 maladies en 2 ans, c'est pas possible. Pas possible. Et du coup, en fait, ça a été mixé.
hein. Les types qui votent pour le DSM à l'époque, c'est des psychiatres psychanalytiques et du coup, tu n'allais pas leur supprimer des diagnostics. Et du coup, ils ont pop quasiment 300 diagnostics et paf, ça fait le DSM-3. Donc, dans l'histoire de ces types-là, il y en a, si j'ai bien compris, un qui s'est suicidé. Et les autres, ils ont été un petit peu deg de la façon dont ça s'était passé là. Et je pense que c'est un bon exemple, moi, de comment ça se passe. Donc, on est d'accord, c'est pas moi qui trache sur la psychanalyse, hein, c'est encore autre chose. Il y a un débat psychanalyse ou pas en France qui, à mon avis, est pas du tout le bon. C'est à mon avis un faux débat à chaque fois. Je pense que les gens comprennent pas vraiment de quoi on parle. C'est le vrai débat, à mon avis, c'est les gens qui se forment versus les gens qui ne se forment pas. J'ai aucun problème à bosser avec un psychanalyste qui utilise la psychanalyse en tant que thérapie et qui s'est formé aux dernières données de neurosciences, etc., etc. Je n'ai jamais rencontré ça dans mon exercice, mais si ça existe, je serais très content de travailler avec. Et je pense qu'un type qui fait de la psychopharmaco sur le Vidal, il est aussi dangereux qu'un type qui fait de l'analyse sans avoir été mis à jour ni quoi que ce soit. Mais ça n'est que mon avis. Et c'est pas une belle histoire, franchement. Moi, j'ai trouvé ça dingue comme histoire. Alors, c'est Gaïmi hein, qui tient ce genre de propos. Et du coup, dans sa dernière lettre, là, il dit pourquoi est-ce que le DSM-5 est faux. Et il dit il est faux à 95,2%, il faut être exact, parce que bah, c'est le ratio vraie maladie sur le nombre de troubles qu'il y a dans le DSM-5. La pédopsie, ils sont suffoqués avec ce genre de truc parce que tu as le trouble explosif intermittent, la dysrégulation. Disruptive Mood Dysregulation Disorder, là, où en fait, ils ont créé ce diagnostic pour éviter qu'il y ait trop de troubles bipolaires. T'imagines le trip. Donc, euh, donc bon, je pense que c'est bien que les patients aussi aient un peu des idées de le DSM et les limites. Alors, sans transition, 50 ans, femme avec un historique de dépression résistante au traitement. Alors là, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais normalement, c'est deux antidépresseurs bien conduits. Mais alors, ça veut dire quoi, antidépresseurs? Est-ce que c'est des monoaminergiques? Est-ce que machin? Quelle dose? Enfin, c'est toujours le même bordel. Et elle prend de la duloxétine 60 mg par jour, qui est de la classe IRSNA. NA parfait, avec une réponse partielle, en même temps que de la trazodone à 50 mg par jour pour de l'insomnie. La trazodone, c'est un antidépresseur qui est un 5-HT2A antagoniste, notamment. Ça fait faire dodo. Malgré le fait qu'elle reporte une adhésion stricte à ses médications et à ses dosages, elle dit qu'elle se sent vide et inutile et elle admet avoir des pensées suicidaires. Elle dit qu'il n'y a pas de plan immédiat pour un suicide parce que ça ferait du mal à ses proches. Et le médecin, il décide d'utiliser la tranilcypromine. Parfait. C'est quoi comme classe? Sans regarder. IMAO. Oui, parfait. De type A ou B? Ah, Parfait. C'est lequel, laquelle, Lima ou B? Vas-y, je vas-y, sais plus vas-y, comment vas-y, c'est vas-y, écrit là. vas-y, vas-y. Ça commence par S. C'est- C'est l'égidine. Parfait. Bah putain, c'est en train de rentrer. Donc, il va débuter de la tranilcypromine, un IMAO A, et ça fait partie des agents qu'elle n'a pas encore essayé. C'est parfait. En partant du principe que le patient a une activité normale sur la métabolisation au niveau du cytochrome P450, donc c'est un métaboliseur normal, tu vois, ok. Il est pas rapide, il n'est pas lent, il n'est pas machin. Euh, la question c'est quel médicament il faut arrêter avant de débuter la tranilcypromine. Est-ce que tu Hmm, vois? je suis en train d'essayer de faire le point. Ouais. Donc, est-ce que je faut arrêter la trazodone avant? Bah, ça, tu sais pas. Tu sais pas, mais il n'y a pas d'activité d'inhibition de recapture de la sérotonine avec la trazodone. Donc, tu peux mettre les deux en même temps, c'est pas un souci. Ça va même plus loin, le blocage du récepteur 5-HT2A. C'est pas impossible que ce soit un truc utilisable dans le syndrome sérotoninergique. OK? C'est pour ça que tu peux mettre de la cyproheptadine ou.
ou que la mirtazapine sur le plan sérotoninergique, syndrome sérotoninergique, c'est pas très, très, très fréquent. Par contre, la duloxétine, on est d'accord? Et ben, si jamais tu augmentes l'activité sérotoninergique, et ben, tu peux avoir un syndrome sérotoninergique. Alors attention, il ne faut pas se planter. Il ne faut pas confondre le toxidrome, donc quand on parle syndrome sérotoninergique, et là, ça reste quand même des préoccupations relativement urgentes avec des signes moteurs, des signes cognitifs, des signes autonomiques, etc. Et des signes cardio, enfin, voilà, un truc grave parce que c'est un toxidrome, et le syndrome sérotoninergique où tu tremblotes un petit peu. OK? Tu peux mettre 2 ISRS en moyenne, c'est compliqué d'avoir un toxidrome sérotoninergique. Ok, tu peux avoir un syndrome sérotoninergique, mais il ne faut pas se planter, l'intensité n'est pas la même. Si jamais tu veux avoir un syndrome sérotoninergique, souvent il faut 2 mécanismes différents. Donc quand tu mets un IMAO, tu vas inhiber la monoamine oxydase, en l'occurrence A, qui dégrade la sérotonine. Donc au niveau intraneuronal, il y aura plus de sérotonine parce qu'il n'y a plus d'activité enzymatique qui va aller la massacrer. Oui. OK. Et en plus, tu vas diminuer la recapture de la sérotonine par le neurone présynaptique. Donc ça fait deux mécanismes différents. Et là, tu peux avoir le toxidrome. OK. Donc il faut dégager la duloxétine avant. OK. Combien de temps tu attends avant de pouvoir mettre ta tranylcypromine une fois que tu as arrêté ta duloxétine? 7 jours Tu sais pourquoi 7 jours? de... pour l'élimination complète. Bah, c'est 5 demi-vies, Hmm. en fait, Bah, ça. voire 7. Donc 7 demi-vies, donc tu regardes la demi-vie, tu adaptes un peu parce que si jamais, je sais pas moi, elle fume, elle est machin, mais en fait tu fais la demi-vie, hop. Donc c'est pas 7 jours parce que si tu regardes et que tu t'essouffles fluoxétine et que tu mets de la tranylcypromine, ben non, c'est 7 demi-vies de fluoxétine plus norfluoxétine. Ouais. En fait, c'est un peu plus long, quoi. OK? Donc, en fait, il n'y a pas de réponse en jour, il y a une réponse en demi. OK? Impeccableous. Alors, 60 ans atteint d'épisode dépressif, il est ramené aux urgences pour une arythmie cardiaque et un arrêt cardiaque potentiel. Quand il est à l'hôpital, il est atteint d'une crise convulsive. L'entourage dit qu'il a peut-être fait une IMV avec ses médicaments. Redondance, là. Il y a quoi comme médicament qui peut donner ce genre de réaction en surdosage? Est-ce que les ISRS, tu peux convulser? Et c'est surtout le plan cardiaque, là. Il y a l'arythmie cardiaque. Alors, en surdosage, tu peux avoir des problématiques avec les ISRS, il n'y a pas de souci. Ouais, l'arythmie cardiaque. La fluoxétine, ça va avoir une activité sur le EVER-agogo, le gène EVER-agogo. En fait, c'est le gène qui va moduler l'expression des canaux potassiques rectificateurs de courant. OK? Et Hmm. donc, en fait, quand tu vas modifier ce gène, tu peux avoir le QT qui s'augmente un peu. OK? Le séroplex fait peut-être ça, l'escitalopram, c'est le séroplex, le citalopram fait peut-être ça, la fluoxétine fait peut-être ça, mais aussi, elle a un effet antagoniste sur les canaux calciques, donc grosso modo, tu arrives à peu près à ta dose, ça s'équilibre un peu. Enfin, c'est plus compliqué, mais en gros, il faut savoir que n'importe quel psychotrope, en moyenne, en surdosage, tu peux avoir des problématiques cardiaques et tu peux avoir des problématiques de crise convulsive. La question, c'est est-ce que c'est plus fréquent avec quelle classe de médoc? Est-ce que c'est plus fréquent avec la fluvoxamine, avec un IRSNA, avec l'atomoxépine ou avec un tricyclique? Voilà, donc c'est le tricyclique, ça, c'est clair et net. Et hop, alors la venlafaxine, en fait, aux États-Unis, en Angleterre, ils ont estimé, je sais pas si c'est toujours vrai, mais la dernière fois que j'avais regardé, ils estimaient que c'était suffisamment plus toxique lors des TS que ça ne justifie pas Bien d'être sûr. prescrit par autre chose que des psychiatres et dans des cas un petit peu encadrés, parce que en fait, si tu as un effet de taille à peine visible par rapport à un ISRS, mais que lors des TS, tu as des problématiques cardiaques qui sont beaucoup plus fréquentes, bah, c'est pas une très bonne idée. C'est pas impossible qu'il y ait le facteur confondant de, en fait, l'avant la vaccine, tu le prescris à des patients plus graves. Donc, c'est à vérifier ça, mais voilà, il y avait cette info-là. Et clomipranine, chloromulcine, tu le justifies comment? Voilà, parce que les tricycliques, ça bloque les canaux calciques voltage dépendants au niveau du cœur
et au niveau du cerveau. Ok. Donc, en fait, en surdosage, en fait, à faible dose, eh ben, il ne se passe pas grand-chose et tu fais quand même un QRS, enfin, un QT, une surveillance du QT quand tu mets les anticholinergiques, quand tu mets les Mhm. tricycliques. Mais en surdosage, bah, tu vois, c'est un peu comme avec l'IMAO, tu vas perdre la spécificité et ça va, là où l'affinité n'est pas très, très importante, bah, ça va finir par se lier quand même parce qu'il y a plein de doses. Et du coup, bah, il y a des problématiques cardiaques. OK? Donc le plus compliqué, c'est ça. OK? Atomoxétine, c'est pour très fréquent. Le plus fréquent, c'est avec le tricyclique, il n'y a pas de doute. 65 ans, il est sous théophiline pour une BPCO et de la fluvoxamine. Ah bah tiens, on l'a vu ce matin ça. La fluvoxamine pour des épisodes dépressifs récurrents et il a nécessité une diminution de la théophiline parce que la théophiline avait augmenté sur le plan plasmatique. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se produise? Donc le gars, il est sous théophiline, tu lui mets de la fluvoxamine, et un peu plus tard, il y a le cardio qui dit horreur, en fait, il y a quand même trop de théophiline, faut baisser la dose. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, vas-y, vas-y. T'as inhibé le cytochrome 1 à 2. Ah, parfait. Superbe. Donc, inhibition du cytochrome C1 par la par la fluvoxamine. Ouais, d'accord? Allez, on fait un mocha. Il y a quoi comme médoc que tu peux citer le plus vite possible en 1 minute qui passe par le 1 à 2 principalement? Fluvoxamine, fluoxétine, paroxétine. Non, ça c'est le 2D6. Putain, c'est 2D6. Fluoxétine, paroxétine, c'est le 2D6. Fluoxamine XL. Milaciprane, non, c'est rénal. Ah ouais. Tout faux là, ouais. Ah non, j'ai essayé. Non, bah non. Eh ben, clozapine, olanzapine. Ah, ok. Eh ben ouais, clozapine, olanzapine. Tac. Il y a quoi qui induit le 1 à 2 le plus fréquent? 70% des patients atteints de schizophrénie, Ah non, voire 90, quoi? c'est pas vrai. Non, comme substance qui induit le 1 à 2. Eh ben, c'est la combustion de tabac. Ah, Du fume de punaise. tabac, ça fait des acides aromatiques polycycliques, là, qui vont avoir un effet inducteur sur le 1 à 2. OK? En fait, c'est même pas un effet inducteur. Ça, ce que ça veut dire, c'est que il va y avoir une augmentation de la transcription d'enzymes et du coup de cytochrome 1 à 2 quand tu fumes. Donc en fait, ça va aller stimuler et augmenter la production des enzymes comme ça. Donc il faut un petit peu de temps avant que ça se fasse. Ça se fait pas tout de suite. Tu vois, il faut que les enzymes augmentent. Par opposition à l'inhibition. Là, l'inhibition, ça ralentit le truc cache. Ok. Mm. Donc induction, c'est delayed et inhibition, c'est immédiat. Ok. Paf. Donc ça, c'est parfait. La réponse était bonne malgré tout. T'as vu, ça sert, hein? Voilà qu'on lui dose l'olanzapine d'ailleurs, hein, même monsieur là, quand même, pour bien faire. Euh, Hop, hop, hop. Et du coup, la fluvoxamine, par contre, ça n'a aucune efficacité, enfin, aucun impact sur le cytochrome 2D6. Là où la paroxétine, la fluoxétine, la sertraline à haute dose et peut-être le citalopram ont un effet inhibiteur. Ok. Ok. Donc, tous les ISRS ne sont pas nés équivalents. Alors, 30 ans, épisode dépressif caractérisé qui a fait l'expérience d'un peu de réponse avec de la venlafaxine à 150 mg par jour, qui est comme classe IRSNA. parfait. Quand on met suffisamment de doses pour qu'il y ait une activité noradrénergique, Mhm. d'accord? Néanmoins, il reconnaît que lui et sa femme ont eu des problèmes de relation parce qu'il n'a plus de libido. Mhm. Il se plaignait de ça avant d'être diagnostiqué et traité pour son épisode dépressif, mais il trouve que avant la vaccine a aggravé ce problème-là, alors que l'humeur s'est améliorée. Et du coup, il demande s'il y a une question pour prévenir cet effet secondaire-là et en même temps éviter que l'humeur se dégrade. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Sans regarder les réponses là, parce qu'elles sont toutes caca. Là, il est bien, il est Il est équilibré bien, sur ça va, ça l'orexine, il y a roule, juste la il est libido qui est rémission, faible. ouais. Il y a que la libido. Une situation fréquente s'il en est. Mhm. Le switch est embêtant, parce qu'il est vraiment Le bien. switch est embêtant, il va bien. La diminution de dose, c'est risqué aussi. Ouais.
Est-ce qu'il peut faire des vacances et ne pas le prendre le week-end, par exemple? Non, parce que Non, ça parce qu'il va se sera taper, le voilà, le risque est rapide. élevé. Et sinon, bah, il y a la pilule. La pilule bleue, c'est quoi le nom? Euh, Eh ben, c'est le Viagra, ouais, mais le nom, c'est le sildenafil, et nous on met sildenafil. du tadalafil. Ouais, Ok, on met du Viagra LP. c'est ça. Comme ça, il n'y a pas besoin de courir On tout prévoit. il y a pas besoin de courir dans la chambre rapidement, stressé, foutre les pilules par terre, le chien les lavale, tu finis aux urgences. Enfin, toi, c'est quand même mieux. Donc, c'est du tadalafil, donc c'est un inhibiteur de la phosphodieestérase de type 5, parce qu'il y a plusieurs phosphodieestérases dans le sang. Et en fait, c'est pas ça que eux ils mettent. Eux, ils proposent de faire un switch Perdu. vers le bupropion, Que nous, on peut pas prescrire. que nous, on peut pas prescrire. Ah, Bupropion. ouais, bah si, ah, tu peux le prescrire, mais c'est 100 balles par mois, quoi. Ah oui, d'accord. Bupropion. Moi, j'étais sur. Ouais. Non, non, tu peux pas prescrire. Le bupropion, ils se sont pris une amende de quelques euros parce que ils avaient un peu mis en avant le fait que ça pouvait soigner les problématiques sexuelles sous ISRS. Et en fait, c'était des études un peu trichées, quoi. Bon. Il faut faire gaffe avec la fonction sexuelle parce que dans les études, des fois, les paramètres évalués sont pas forcément les bons. Tu vois. Il y a des fois où tu dis ça marche, mais en fait, c'est juste que les gens arrivent pas à avoir d'orgasme et du coup, ils sont moins frustrés. Enfin, c'est pas des trucs un peu chelous. C'est Donc, la libido sous ISRS, c'est ça? ouais, ah bah, ça peut être l'envie, ça peut être la capacité à avoir un orgasme, ça peut être l'intensité d'avoir un orgasme, ça Et peut être un paquet de L'érection. trucs, hein. bah là, c'est l'éjaculation souvent avant la vaccine, hein. Bon, le plus fréquent, c'est le retard à l'éjaculation, Donné aux acteurs porno. mais tu as aussi des gens qui n'ont plus d'érection du tout, d'autres qui n'ont plus d'envie, etc., etc. Donc là, moi, honnêtement, à partir du moment où ça se passe bien avec ça, je lui mets un peu de tadalafil, on n'en parle plus. Ouais. Si on avait, bah, tu commences à ça, et puis tu vois ce que ça donne, hein. Il y a un effet placebo de dingo, donc déjà, en fait, quand on met un, l'effet placebo, c'est quelque chose, hein. Tu donnes aux gens, alors c'est même pas l'effet placebo, c'est l'expectancy effect, mais tu donnes aux gens une petite fiole, dedans c'est de la flotte, tu leur dis c'est de l'alcool. Il y en a la moitié, ils sont bourrés. Mm. Ils agissent comme s'ils étaient bourrés. Donc en fait, effectivement, tu dis Rocco Siffredi à ça, et après, c'est un coup à passer un week-end incroyable. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est que, un, il y a des problématiques sexuelles, deux, ça se traite, trois, il n'y a pas forcément cette nécessité de changer si jamais ça se passe bien. Le Brintellix, c'est peut-être un peu mieux sur la fonction sexuelle. La mirtazapine, c'est un peu mieux aussi. Faut avoir l'idée que le tadalafil peut être une option. Il faut te poser la question surtout, parce que si tu la poses pas, tu l'auras jamais. Alors, en plus de traiter des problématiques dépressives, des études montrent que le blocage de la sérotonine sur son récepteur de type 3 pourrait avoir une utilité pour quels symptômes? Ah, il faut pas être sec. 5 HT3, sommeil. Alors, est-ce que ça endort quand tu bloques le 5-HT3? Non. 5H3, non, c'est la bouffe. 5-HT3, ça peut jouer un peu sur la bouffe, mais c'est pas clair. Alors, est-ce que ça joue un rôle sur le sommeil? Non. Et bah, c'est sur les plaintes cognitives. On est d'accord? On l'avait vu Mm. avec hier un antidépresseur qui était un petit peu plus pro-cognitif. Alors, je sais pas, Il est pas honnêtement. synaptique. 5-HT3, il est pas synaptique, ouais. Antélix. Bon, c'est parfait. C'est quoi le nom, la DCI? Furmoxatine. Non, quoi? Redis? Vas-y, redis. Non, C'est Furmoxatine. vortioxétine. OK? Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu as des neurones sérotoninergiques qui vont aller faire un lien avec des interneurones GABAergiques, OK? Qui, eux, inhibent des neurones noradrénergiques, glutamatergiques et cholinergiques, OK? Du coup, en fait, il y a un frein devant ces neurones noradrénergiques, glutamatergiques et cholinergiques. Et ce frein, il est activé par des neurones sérotoninergiques.
et c'est le récepteur 5-HT3. Donc, si tu bloques le récepteur 5-HT3, tu bloques le frein, les interneurones GABAergiques, ils vont aller augmenter la polarisation de la cellule, donc ils vont diminuer l'activité de la cellule. Ces neurones-là, ils marchent moins bien, et du coup, paf, c'est la fête, tu peux aller avoir plus d'acétylcholine, de noradrénaline et de glutamate, etc. OK? Mhm. Donc, en fait, Tu désignes. tu désinhibes. Il y a une espèce d'inhibition tonique qui se fait avec de la sérotonine, tu la bloques, du coup, le frein est lâché, et paf, tu as tout ça. OK? Donc, il faut connaître non seulement les récepteurs, mais à quel endroit ils sont. Est-ce que c'est des interneurones inhibiteurs? Est-ce que c'est des interneurones qui sont plutôt excitateurs, etc. Faut Enfin, qu'on se fasse ça. ouais, ben, on le fait jeudi. En fait, je t'attends pour le faire, mais on a du mal à te coller. Mais on va le faire, on va le faire. Tu bosses trop. Alors, et du coup, le 5-HT3, c'est aussi un anti-émétique. On est d'accord? C'est Mhm. le récepteur à la sérotonine principal qui est ionotrope. Il est ionotrope parce qu'il faut que ça réagisse rapidos. Et donc, quand tu le stimules, ça le fait gerber. OK? Donc, la mirtazapine, c'est un 5-HT3 bloquant, un 5-HT2A bloquant, un 5-HT2C bloquant. Mais du coup, ça peut être donné quand tu as la nausée. Donc, tout ce qui est Terralen, OK? etc., j'imagine pareil. Le Terralène, c'est surtout un D2 bloquant et un anticholinergique. OK? Mais l'olanzapine, par exemple, c'est un mélange de tout et paf. Du coup, tu vas me dire, le Brintellix, quand t'en prends, t'as moins la nausée. Ça devrait marcher. C'est un 5-HT3 bloquant. Ça ne marche pas tant que ça. Et du coup, en fait, c'est toujours la même histoire. Il n'y a pas un mécanisme, il y en a souvent plusieurs dont, qui vont faire compétition, etc. Mais du coup, non, le Brintellix, l'incidence de nausée n'est pas beaucoup plus faible, hein. Donc, ça ne marche pas. 5-HT3 bloquant, il y a une belle histoire. Il y a des patients qui, sous antidépresseurs, ont l'impression de devenir dépendants à l'alcool. Tu as des gens qui n'avaient jamais eu aucune addiction, que dalle. Ils ont pris des sérotoninergiques et ils ont commencé à devenir dépendants. Et donc, tu as des cas de gens comme ça où ça a commencé à faire un peu de bruit. Et c'était pas plein au labo, mais ils avaient soumis ça à l'évaluation du labo. Et le labo avait dit, ouais, impossible, ça sert à rien. Bon, le même labo, là, il est en train d'essayer de voir si l'eau dans ses troncs, qui est un 5-HT3 bloquant, on est d'accord, c'est ce qui file pour les chimios, là, eh ben, elle n'a pas des activités addictolytiques. D'accord. Ah, donc, quand tu mets un CERT bloquant, tu vas faire qu'il y a plus de sérotonine, donc tes 5-HT3, ils vont être stimulés à un moment ou l'autre. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe. Voilà, voilà. Alors, 40 ans qui n'a répondu que de façon partielle à sa seconde monothérapie avec un antidépresseur de première ligne. Seconde monothérapie avec un antidépresseur. Donc ça, c'est un monoaminergique, l'un puis l'autre. Tu vois, c'est fluoxétine, puis sertraline, je sais pas quoi. Alors ça, c'est beau. Quelle est la démarche qui a le plus haut niveau de preuve d'efficacité pour mettre en tant que traitement adjuvant chez les patients qui n'ont répondu que de façon partielle? Donc, tu as un patient, il arrive, tu lui mets un médoc, ça ne marche Mhm. pas, tu lui mets un deuxième médoc, ça ne marche pas, il n'y a aucune réponse, tu switches. D'accord, Mhm. c'est qu'un, j'ai pas compris. Mhm. Il y a une réponse partielle, en fait, il va falloir mettre un traitement adjuvant, c'est les recommandations. Tu peux mettre un traitement adjuvant comportemental, donc tu peux rajouter de l'activité physique. Alors, il y a une méta-analyse qui est sortie là qui montre que l'activité physique, ça marche dans la dépression, ça fait un peu le buzz, c'est un espèce de torche-cul obscène. On ne sait pas de quel type de dépression on parle et on ne sait pas de quel type de patient on parle. Et du coup, en fait, c'est l'exemple type de la méta-analyse où tu as fait un espèce de milkshake infâme et tu ne sais pas quoi foutre de ça, honnêtement. Parce que moi, mes patients qui arrivent en intra, qui sont dans le lit toute la journée, il n'y a aucun doute que d'aller faire une demi-heure d'activité physique le matin dans le froid leur ferait du bien. Et ils ne sont pas capables, hein. Donc, c'est un bon exemple de nous, on cherche à préciser un peu les choses et tu as des méta-analyses, mais tu n'as que ça, hein, qui te sortent à l'appel. Et en fait, ben, en pratique, ça me sert absolument à rien du tout, moi. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, c'est quoi qui a le plus haut niveau de preuve? Est-ce que de rajouter un stimulant, c'est un bon niveau de preuve chez les patients? Non. Un stimulant, c'est quoi, par exemple? Le métier filial. Ouais, et quoi d'autre en France? On appelle ça en fait. Eh ben, c'est tout, on a que ça. Hop, c'est pas compliqué. C'est Euh, pas énergie. ouais,
Bah, dopamine et noradrénergie, quoi. Est-ce que d'ajouter de la buspirone, c'est efficace comme traitement adjuvant à la dépression? Je ne le conseille pas. Et du coup, il faut ajouter un antipsychotique atypique. Et là, c'est sublime parce que c'est un bon exemple de... Ils ont plein de pognon. Tu développes une molécule pour la schizophrénie. La schizophrénie, c'est 1% des patients. Et en plus, ces emmerdeurs, ils les prennent pas. Alors, c'est un désastre financier, là, c'est pas possible. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont mis ça en traitement adjuvant de la dépression. Ça marche pas beaucoup. Tu as un effet taille qui est un peu dégueulasse. Tu as des effets secondaires de sédation et sur le plan métabolique, c'est un désastre à grande échelle. Mais ils ont tarté des études, il n'y a pas de souci, tu vois. Et du coup, la question, c'est de quel patient est-ce qu'on parle quand on est en train de regarder ça? Et on parle de patients en extra qui ont des dépressions relativement légère et qui s'améliore avec ce que tu as donné, avec parfois un blinding qui n'est pas clair parce que bah, 2 mg de risperdal, tu te rends compte que tu as eu quelque chose qui n'est pas que du sucre le lendemain, assez souvent. Donc en fait, ça, c'est... Donc il y a même des études avec de la kétiapine, si tu veux, tu mets de la kétiapine chez quelqu'un qui a une dépression légère à modérée en extra, il est au courant, si tu veux, c'est pas une étude contre placebo, l'olanzapine, c'est pareil, etc., 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 etc. Donc l'effet de taille, il est modeste, mais le P, il est très important parce que bah, c'est des études de labo, donc ils peuvent se permettre d'avoir plein de patients. OK? Donc c'est ça qui se passe. Mais le niveau de preuve, tu as un patient, il vient, il a essayé plusieurs monoaminergiques, il a essayé un antipsychotique, il est en intra, il est chez lui, ça fait 6 mois, il mange plus, il dort plus, il fait plus rien. De réessayer un autre antipsychotique, c'est, je pense, une erreur. Tu vois, ça peut marcher, mais ces études, elles ne concernent pas ces patients-là. Ok. Et donc, c'est quand tu commences à regarder les études avec le pramipexole ou avec la T4, ou avec la T3, ou les études avec la T4, les patients, en moyenne, ils ont pris 21 traitements différents avant. C'est des patients, dans les études des D2 bloquants, ils sont pas là. C'est juste pas mis. Ces patients, on les dégage. Tu vois, ils sont même pas étudiés. Donc, c'est toujours le même trip, hein. Faut faire attention de quel patient on parle, quel type de dépression, à quel stade on en est. Dépression résistante, c'est bien, mais deux traitements essayés, c'est pas la même chose que 20. Et du coup, voilà, il faudrait préciser ce genre de truc plutôt que de foutre tout le monde dans le même paquet et pouf, quoi. OK? Donc, non, la buspirone, ça a quoi comme effet principal? Ça, je sais pas, je pense pas. C'est un agoniste 5-HT1A. Agoniste 5-HT1A. Bon, voilà, sur la dépression, c'est pas très très fort. C'est ce qu'ils voulaient faire avec la vortioxétine. Tu vois. On veut de la CERT, on veut un 5-HT3 bloquant et on veut un agoniste 5-HT1A. Donc, c'est pas, ça marche pas très très bien. Et alors, il y a quelques papiers sur l'utilisation de psychostimulants sur la dépression, mais en fait, c'est pareil. Là, tu es à un stade où tu pourras pas avoir un médoc qui marche. Enfin, tu es là, tu as testé 4 médocs différents, 5 ou 6. Les chances que tu aies une rémission complète sont faibles. Voilà, c'est comme ça, c'est faible. Et du coup, quand tu fais les études, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait des études qui disent bah, sur quels symptômes ça marche, tu vois. Est-ce que la fatigue, ça marche, est-ce que machin. Donc, en fait, moi, la question à laquelle on doit répondre quand on voit les patients, c'est des stats qui n'ont rien à voir. C'est une fois que je vois ce patient, il a tel âge, il a telle consommation, il a des problématiques suicidaires, sur quels symptômes est-ce que j'ai une chance que ça marche, sachant que tac, 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 tac n'a pas été essayé. Et ça, il y a zéro étude qui t'y répond. Et du coup, bah, il faut avoir en tête que la méta-analyse de le truc qui marche le mieux en premier, c'est ça répond pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout à la question. OK? Donc, il faut rester un peu prudent et critique face à ça. Euh, c'est la dernière là. Alors, 33 ans avec un épisode dépressif caractérisé qui a commencé à l'âge de 18 ans. Son épisode dépressif actuel persiste depuis 10 mois. Donc, ça a commencé tôt, d'accord? Et on ne sait pas ce qu'il a fait entre-temps, mais OK. Son historique de traitement inclut, alors là, c'est la fête, c'est de la fluoxétine, de la venlafaxine, de la gomélatine, de la néphazodone, c'est un antidépresseur on n'a pas de la gomélatine, celui-là on a du lithium en traitement adjuvant et de l'ECT. Donc il a essayé pas mal de trucs, hein. Chaque
traitement qu'il a essayé a produit une réponse modérée mais transitoire. Et du coup, on commence des infusions de kétamine pour gérer sa dépression résistante. Alors qu'on n'ait pas essayé d'IMAO, ça n'est à mon avis pas pardonnable. Qu'on n'ait pas essayé de T3, ça n'est à mon avis pas pardonnable. Qu'on n'ait pas essayé de pramipexole, ça interroge, mais ça c'est que mon avis. Ok. Et là, aujourd'hui, on pourrait dire bah, de la RTMS avec les problèmes d'accès qu'il peut y avoir, hein, parce que c'est quand même pas très très répandu, mais ok. Et du coup, la question c'est qu'est-ce qui est vrai à propos de la kétamine? Kétamine en IV, on est d'accord. Moi, enfin, en IV, moi, j'ai rien contre, hein. Franchement, ça coûte pas super cher en dehors du fait qu'il est quand même hospitalisé, mais c'est pas du tout le même niveau de preuve que en intranasal, hein. Il y a une étude kétamine, eskétamine versus Sismo qui est sortie, et la eskétamine, ça marchait mieux. Et après, il y a une étude Sismo versus eskétamine, et la Sismo, ça marchait mieux. Celle-là, on n'en a pas trop entendu parler parce que ça arrange personne. Et en fait, bah, c'est toujours le même problème, c'est pas les mêmes patients. La eskétamine, c'était des patients ambulatoires. Et la Sismo, ça marchait chez les patients de secteur. Ok. Donc, voilà, c'est toujours le même truc. Si tu lis bien la table 1 de qui on parle, eh ben, tu t'économises des surprises. Alors, la question, c'est euh, comment est-ce que tu peux prescrire de la kétamine? Il faut que tu aies, parce que là, je crois que vous ne connaissez pas, il faut que tu aies un antidépresseur qui soit à côté. Ça fait D'accord. partie des recommandations de bonne pratique. Alors, est-ce que quand tu mets du lithium, ça compte pour un antidépresseur? Je sais pas, c'est pas prescrit, c'est un peu bon. Ça fait partie des règles. Tu es obligé de refaire des infusions de kétamine. Ça marche pas dans la durée. Y a rien à faire, ça marche pas. Et du coup, c'est un peu comme la sismo, tu espaces le plus possible et après, ça peut terminer à un mois. Les études de tolérance de la kétamine sur le long terme, ben, on ne sait pas trop, hein. On va dire que c'est pas trop mal. À des dosages plus élevés, parce que ça reste quelque chose qui était dans la rue, dont les patients, enfin les patients, en tout cas, des consommateurs se servaient. Ça peut entraîner des problématiques vésicales, etc. Mais à ce dosage-là, a priori, c'est pas déconnant. Donc, tu es obligé d'augmenter, enfin, de répéter les doses. Et donc, la bonne réponse, c'est celle-là. Et grosso modo, c'est à peu près tout. Alors, il y a plein de trucs à dire sur la kétamine en IV, mais en gros, c'est un des trucs qui a lancé l'hypothèse NMDA sur la dépression, glutamatergique sur la dépression et éventuellement sur la schizophrénie. Ok, ça a participé. C'est un mécanisme qui n'a rien à voir avec les autres trucs qu'on a, hein. Je veux dire, donc, il n'y a pas de souci. Le truc qu'on a aujourd'hui qui fonctionne un peu sur les anticorps, enfin sur les récepteurs NMDA, c'est du bupropion et dextrométhorphane. Ah, oui. C'est un sirop pour la toux, le dextrométhorphane. OK? Et ça a une activité anti-NMDA. Alors, il ne faut pas se foirer quand on dit c'est un anti-NMDA. En fait, il y a plusieurs. Tu fais un profil de récepteur de la molécule et tu vois la molécule et l'endroit où elle se lie avec le plus d'affinité, et tu prends le premier. Et tu dis, bon, voilà, c'est un anti-NMDA. En fait, la kétamine, ça fait plein de trucs, hein. Tu peux pas dire que c'est un anti-NMDA, ça vient sur le récepteur sigma, ça fait du mTOR, machin. C'est encore notre trip. Et ce qu'on a en France, qu'on peut faire, c'est bupropion, dextrométhorphane. Ils ont sorti ça comme antidépresseur aux États-Unis, là, donc c'est très bien. Alors, eux, ils ont du bupropion, donc en fait, tu peux vraiment le faire pour 2 euros, parce que sinon, ça coûte la peau du kiki. Et en France, tu peux faire fluoxétine, bupropion, fluoxétine, dextrométhorphane. En fait, le dextrométhorphane, il a une demi-vie qui est très brève. Du coup, il est métabolisé par le 2D6. Du coup, ils ont mis un inhibiteur sur le 2D6, et du coup, ça prolonge la demi-vie. Donc, tu peux faire ça avec de la quinidine. Quinidine, dextrométhorphane, c'est un truc qu'ils ont aux États-Unis pour le symptôme pseudo-bulbaire. Ça, c'est le Joker qui rigole tout le temps. Mhm. Kinidine qui a le rôle, bah, pareil, inhibiteur sur le 2D6, mais sur le plan psychiatrique qui ne nous intéresse pas. Et en fait, ils ont fait bupropion dextrométhorphane et ça marche plutôt pas mal. Faute de mieux, tu peux faire fluoxétine, dextrométhorphane. Tu as les doses, enfin, il y a tout ce qu'il faut sur Internet, hein. Donc, ça fera qu'on essaye ce truc à un moment ou un autre, tu vois. Et voilà.
ça, c'est pas en première intention. Ah bon, non, non, ça, c'est pas à première intention, ça, c'est... Mais nous, on est à la 17e intention, donc on peut tester, hein. Donc ça, c'est pas en première intention, mais je pense qu'il faut que ça... faut essayer de temps en temps, parce que le niveau tolérance, etc., ne pose pas de souci. Et voilà.